Pour ce troisième plateau, nous accueillons 3 nouveaux invités. Orlane François, qui est secrétaire nationale à l'apprentissage et à la formation professionnelle et ancienne présidente de la FAGE. Nicolas Hanoteau, qui représente, lui, le SE UNSA. Et puis Isabelle Thys-Saint-Jean, qui est professeure à l'université La Sorbonne et secrétaire nationale aux études. Alors Isabelle, finalement une question un peu surprenante peut-être, l'université, est-elle bien à sa place dans le paysage de l'enseignement supérieur ? Alors c'est une question en fait très politique, au sens le plus noble du terme. Parce que quand on réfléchit à l'université, il faut vraiment... Plus près du micro. Pardon. Quand on réfléchit à l'université, il faut vraiment mettre ça en continuité avec tout ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire que l'enseignement supérieur est un élément supplémentaire dans la création, la reproduction des inégalités qui traversent le pays. Et donc, il faut vraiment penser l'enseignement supérieur de manière à ce qu'on arrête avec ça, de manière à ce qu'on donne une chance à tous les jeunes et qu'on pense le système éducatif pas comme cette espèce de grand système de filtre où on expulse petit à petit les gens qui se retrouvent assignés à des positions qui sont en fait liées à la position de leurs parents ou à leur appartenance territoriale ou à leur genre ou à leur... Et donc ils en sortent avec un sentiment d'échec petit à petit, jusqu'à arriver à une tête d'épingle qui occupe 80% des postes de la haute fonction publique, de la puissance économique et de la vie politique. Donc tous les dirigeants du pays sont concentrés comme ça, en haut du système, et tout le reste vit avec un sentiment d'échec. Alors qu'on doit avoir un système qui tire vers le haut en allant chercher ce qu'il y a de meilleur chez chacun d'entre nous et augmente la qualification, les compétences, la formation. Et ce qui fait que ça fait problème en ce moment, c'est le fait qu'on a un système dual entre, d'un côté, les classes préparatoires, les écoles, de l'autre côté, l'université, avec une inégalité en termes de moyens qui est absolument effrayante, c'est-à-dire que c'est du 1 pour 2, alors que les jeunes qui sont dans les classes préparatoires sont a priori ceux qui ont le moins besoin d'accompagnement pour la réussite. Donc il faut remettre l'université au cœur du système de l'enseignement supérieur, renforcer, parce que ça fait des années qu'il y a une espèce de dérive progressive sur la privatisation de l'enseignement supérieur. Donc il faut renforcer le public, redonner des moyens, et donc on fait une série de propositions qui permettent de remettre l'université au cœur de l'enseignement supérieur. Alors justement, sur ce sujet que tu connais non seulement bien, mais sur lequel tu as largement contribué dans le document qui sort aujourd'hui, on parle de réinvestir dans la recherche, de réinvestir dans l'université, de poser presque ce réinvestissement comme un préalable politique dans ce secteur. Peut-être peux-tu détailler ce que ce livret nous dit de cette question ? Ouais, c'est toujours difficile de commencer par une demande de moyens financiers. Mais il y a des fois, c'est absolument indispensable. On ne peut pas faire autrement. On ne peut plus faire autrement. Quand on regarde les comparatifs internationaux, donc on regarde ça de loin, et qu'on voit l'état de notre pays, on constate qu'on décroche complètement. Il y a 2 grands indicateurs qu'il faut regarder. C'est ce qu'on appelle l'effort de recherche, c'est-à-dire le pourcentage des finances qui sont consacrées à la recherche, ramené au PIB. Ça fait des décennies qu'on dit qu'il est indispensable d'aller à 3%. On est à 2,2%. Et là, il faut qu'on fasse amende honorable. Pendant le quinquennat Hollande, l'effort n'a pas été fait. Et puis l'autre indicateur, c'est le financement par étudiant. Et on voit depuis 2008 un effondrement. Et donc, vous ne pouvez pas fonctionner, ni pour la recherche, ni pour l'enseignement supérieur, sans un effort, un réinvestissement. Donc on fait, et ce n'est pas les annonces de Frédérique Vidal quand elle n'insulte pas les enseignants-chercheurs en expliquant que les universités sont gangrénées par les islamo-gauchistes, pour faire oublier tout le reste. Donc ce n'est pas la loi LPR qui est des promesses pour les suivants,
c'est des vrais financements. Donc il faut arriver à 1% 2027, il faut rattraper en réaugmentant le financement donné aux étudiants des universités en 2027 le niveau de 2008. Donc on a des objectifs très précis, parce que sinon on ne peut pas y arriver. Donc si l'investissement est une condition d'une politique ambitieuse pour l'université et la recherche, l'emploi scientifique et universitaire doit l'être aussi. Et comment on peut décliner cet investissement pour cet emploi-là? Ouais, ça fait partie des choses... Alors, on viendra sur les conditions d'études, parce qu'on ne peut pas faire réussir les étudiants sans que les jeunes s'en doivent des conditions d'études. Donc, on va y revenir, ça sera un élément important. Mais il y a autre chose qui est essentielle. L'université comme la recherche, c'est d'abord des hommes et des femmes. C'est d'abord ça. Or, étant donné la situation financière dans laquelle le secteur s'est trouvé, eh bien, ça fait plusieurs décennies maintenant que vous avez un massacre, enfin le terme est peut-être un peu fort, mais un gâchis humain absolument incroyable, avec des taux de recrutement qui se sont effondrés de 40%. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de jeunes dans les labos, vous n'avez pas de jeunes universitaires, si ce n'est dans des situations de précarité. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas y arriver. Donc il faut d'urgence des moyens pour que d'urgence, on puisse mettre un plan de financement avec, il y a toute une série de dispositifs dont je vous laisse prendre connaissance, qu'on propose, mais qui permettent de traiter vraiment sérieusement cette question de l'emploi scientifique, avec en particulier la place du doctorat dans notre pays, parce que faire semblant de supprimer l'ENA, c'est une très bonne chose, mais le problème est bien plus important que ça. Il faut remettre le doctorat, redonner au doctorat la place qu'il a dans tous les autres pays, et qui fait que, du coup, on aura un système qui n'aura pas le même rapport à la science, qui n'aura pas le même rapport à la connaissance, et en tant que socialiste, on ne peut que attendre ça. Merci Isabelle. Alors, je me tourne maintenant vers Orlane François. On l'a dit tout à l'heure, tu es secrétaire national à l'apprentissage et à la formation professionnelle, mais personne n'ignore par ailleurs que tu fus présidente de la FAGE, donc tu connais un peu le monde étudiant. On a constaté très franchement ce soir, mais également quand on a parlé de la santé, il y a 2 mois de cela, que la crise que traversent les étudiants depuis évidemment 1 an est peut-être encore plus rude pour eux que pour d'autres. Qu'est-ce que, selon toi, cette crise, justement, depuis 1 an, a révélé, en plus de ce constat qu'on pouvait dresser avant, des améliorations nécessaires à la fois au système universitaire et à la vie des étudiants? Je crois qu'il y a un premier élément important, et tu l'as dit, c'est que la crise, elle a révélé quelque chose. La précarité des étudiants, la difficulté dans les études, elle n'est pas arrivée tout d'un coup au mois de mars quand on a confiné le pays. Elle est présente depuis de nombreuses années maintenant, que ce soit sur les conditions d'études et de formation, ou bien sur les conditions de vie des jeunes aujourd'hui quand ils sont dans l'enseignement supérieur. Sur la conditions d'études, Isabelle l'a dit, il y a déjà un préalable qui est le financement. On ne peut pas faire réussir des étudiants dans l'enseignement supérieur si on n'a pas les moyens de les faire réussir. Et pour les faire réussir, il faut assez d'enseignants, il faut des moyens pour leur construire un accompagnement personnalisé, un accompagnement qui vraiment les pousse. Et puis surtout, il y a un préalable, c'est que si on veut réussir, il faut être dans une formation qu'on a choisie. Et ça, je pense que l'orientation choisie pour un étudiant, c'est un des préalables. Et la réforme de 2017 vient totalement casser cette nécessité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a acté le fait que quand on n'avait pas assez de moyens pour accueillir des étudiants, ce qui est le cas, Isabelle l'a dit, d'autant plus à la rentrée de 2021, quand on aura encore 30 000 étudiants supplémentaires qui arriveront sans aucun moyen supplémentaire, quand on n'a pas assez de place, on sélectionne. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai désastre, au final, pour notre jeunesse. Donc, il y a déjà ce premier préalable qui est de se dire, on laisse les jeunes choisir leur orientation et ensuite, on met les moyens pour les accompagner. Et puis ensuite, on peut aussi parler des conditions de vie. Parce que pour réussir dans l'enseignement supérieur, il ne faut pas juste être bien accompagné. Pour réussir, il faut avoir la possibilité de travailler correctement. Et pour travailler correctement, il ne faut pas aller travailler dans un McDo ou ailleurs le reste du temps en dehors de nos cours. Il ne faut pas faire la queue à des distributions alimentaires comme on l'a vu depuis 1 an. Et ça existe, je vous l'ai dit, depuis bien longtemps.
Donc il y a tout ce travail de conditions de vie. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui, ça a été dit aussi dans les premières parties de ce live, c'est la création du coup d'un minimum jeunesse qui vient accompagner le système de bourse et donner à chacun les moyens de pouvoir vivre ses études dignement et sereinement. C'est aussi de retravailler sur toutes les conditions qui sont à côté. Donc c'est le logement, l'accès à un logement. Aujourd'hui, c'est terrible pour les étudiants, pour les jeunes en général, mais pour les étudiants également. C'est avoir une alimentation à disposition. Aujourd'hui, le service public de la restauration, qui sont les Crous, ils sont largement insuffisants, notamment dans les campus qui sont excentrés des gros campus universitaires. Donc voilà, la priorité, c'est des moyens pour accompagner et pour faire réussir, une orientation choisie et surtout des moyens pour que les étudiants puissent vivre correctement. Et ça, aujourd'hui, ça pêche énormément et ça a été exacerbé par la crise. Et la santé aussi, parce que du coup, on a vu des signes inquiétants depuis un an, depuis la crise sanitaire, sur la santé mentale de certains étudiants. Et la FAGE avait relayé d'ailleurs cette alerte. Qu'est-ce que pense l'EPS sur la création de centres de soins universitaires qui donnent donc accès gratuitement à des consultations de généralistes et de spécialistes pour les étudiants ? Alors, en effet, la santé, je vais commencer par faire un zoom sur la santé mentale qui est aujourd'hui, on est dans une situation qui est dramatique. Je ne veux pas vous relayer les faits dramatiques qui sont passés ces derniers mois. Et pareil, les étudiants ont toujours été plus fragilisés que la population générale sur le volet mental. Là, pour vous donner des chiffres, il y a une étude qui avait été faite en juin dernier. On avait 23% des étudiants qui avaient eu des pensées suicidaires. 23% des étudiants. Donc, et aujourd'hui, les moyens d'accompagnement en santé mentale sont largement insuffisants. On a eu des annonces de doublement des psychologues. Alors, doubler un chiffre qui était de 30 000 psychologues. On n'a même pas une psychologue par université quasiment. Enfin, c'est catastrophique. Donc, il y a en effet ce volet santé mentale qu'il faut renforcer de manière très forte et immédiate, et puis généralement l'accès à la santé. En effet, aujourd'hui, on a un étudiant sur 3 qui renonce à avoir accès à des soins pour des problèmes financiers. Donc on revient toujours aux problèmes financiers, mais c'est comment on construit en effet sur les campus des centres de soins, et pas seulement de la médecine préventive comme il existe majoritairement aujourd'hui, pour que vraiment on ait accès à des consultations. Qui en bénéficient, et 62 universités seulement qui le mettent en œuvre. On a des choses à faire sur ce qui se passe au lycée pour permettre la réussite de tous les étudiants. Aujourd'hui, si le bac se résume à du bachotage sur différents types d'épreuves, forcément, on n'est pas en situation de réfléchir, de réussir à l'université avec le besoin de travailler en projet, de travailler en équipe, de travailler à l'oral, ce qu'on n'a pas vraiment pu travailler au lycée. Et justement, j'ose la question, à quoi ressemblerait une université et le quotidien des études sur un campus après 5 ans de gauche au pouvoir ? Alors, effectivement, 5 ans à appliquer ce projet-là. Exactement. Plusieurs choses que je verrai justement sur cette question des compétences. C'est un campus sur lequel on travaille différemment, un campus sur lequel on travaille partout, c'est-à-dire où on sort des amphis, des salles de cours, avec un travail de projet, avec un travail d'équipe, où on apprend à coopérer, ce qui pourrait se faire déjà avant dans le système éducatif, des espaces d'engagement culturel, d'engagement citoyen, parce que la vie associative est énorme sur les campus. Encore faut-il justement la soutenir avec des fonds dédiés qui existent, mais qui sont encore à améliorer, et des campus qui favoriseraient la créativité, l'inventivité, et pas seulement l'apprentissage par cœur. Par exemple, on voit encore beaucoup de cours à distance qui sont assurés uniquement avec des cours audio de cours magistraux. Pour moi, c'est un peu le niveau 0 de la pédagogie. Merci. Et du coup, dans le prolongement de ce qu'évoquait Isabelle, on sait que la France, elle valorise pas vraiment ses doctorants, et au contraire, là encore, de beaucoup de pays. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'ils apportent leur créativité ? Alors déjà, à l'université, ça semble évident, à la fonction publique, puis aussi aux entreprises, parce que les entreprises françaises font peu appel aux doctorants en réalité. On a d'énormes inégalités sur les différents types de filières. Quand, par exemple, on va avoir 95% des thèses qui vont être financées pour des écoles d'ingénieurs, on va seulement en avoir 38% pour les sciences sociales et les sciences humaines, ce qui évidemment m'embête en tant que prof d'histoire géo. On a ce type déjà le problème de devoir travailler en même temps que la thèse, ce qui fait qu'évidemment on prend plus de temps.
On a parlé de la fonction publique, oui, c'est un très bon exemple. Pour les enseignants, il faut demander 7 fois de manière consécutive un congé formation pour l'obtenir. Nous, ce qu'on demande pour le SEUNSA, c'est qu'on puisse avoir des bourses pour poursuivre des études, des congés de formation pour pouvoir poursuivre des études quand on est enseignant, parce qu'on a besoin de chercheurs en pédagogie, en didactique, pour changer la manière d'enseigner, pour changer la manière de suivre les élèves, pour réussir l'inclusion, pour lutter vraiment contre, on en a parlé tout à l'heure, l'insertion des familles les plus pauvres. Et ça peut se faire justement avec plus de docteurs, plus de thésards en tant qu'enseignants. Merci Isabelle, merci Orlane, merci Nicolas Hanoteau. Avant de passer à la séquence suivante, une question encore qu'on vous avait posée dans la semaine. Alors là, vous allez voir, le résultat est assez étonnant. Faut-il ouvrir le droit de vote à 16 ans? C'est peut-être une question qu'on va aborder tout à l'heure dans la dernière phase de ce débat, pour 48% contre 52%. Donc vous voyez, les internautes qui ont répondu à 2 questions eh bien, sont plutôt contre le droit de vote à 16 ans. Ça mérite réflexion. Peut-être qu'on va demander à Boris Vallaud et à Olivier Faure de rebondir sur ce résultat assez surprenant juste après la pause.